Prévu par le Code électoral en son article 132, alinéa 9, le parrainage est désormais l'une des conditions sine qua non à la candidature aux fonctions de président de la République. Au Bénin, cette condition, considérée par certains partis politiques, acteurs de la société civile et autres, comme un obstacle à la candidature des partis de l'opposition, est au centre des débats depuis quelques semaines et c'est conscient que ce débat mérite d'être fait que notre invité du jour voudrait se prêter à l'exercice. Monsieur Steve Poton est juriste consultant en affaires politiques, gouvernance démocratique. Il nous donnera le long de cette émission son opinion sur le sujet et nous dira au besoin ce qui mérite, ce qui est à améliorer. Bonjour chers amis téléspectateurs, Monsieur Poton, bonjour. Bonjour Esther Tofa. Pour planter le décor, nous allons déjà vous demander quel est votre point de vue sur le remue-ménage que cette question suscite. Alors, comme vous l'avez si bien dit, il y a un véritable problème, un débat, je vais dire, autour du principe du parrainage qui a été arrêté dans la réforme constitutionnelle d'octobre-novembre 2019. Alors, tout débat dans une démocratie est légitime. Mais le problème, c'est qu'il faut évoluer pour voir la pertinence du débat dans les thèmes, avec les thèmes dans lesquels il est posé, et pour voir aussi sa crédibilité, c'est-à-dire voir les acteurs qui portent ce débat, est-ce que ces acteurs sont crédibles à porter ce débat-là. Donc voilà en quelque sorte comment on peut se canaliser le problème et essayer peut-être de dire, je pense que c'est un très bon débat après tout. D'accord. Reconnu par la Constitution révisée du 7 novembre dernier, en son article 44, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » Fin de citation. Le parrainage jouit quand même d'une parfaite légalité. Alors, mais la crainte au niveau des anti-parrainages, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'un parti de l'opposition qui souhaiterait se présenter aux échéances de 2021 risque de ne pouvoir pas rassembler la caution des 16 maires et ou députés, au moins requis par le Code. Là, ne se pose-t-il pas une question de légitimité? Non, ce n'est même pas une question de légitimité, mais je pense que cette question, en tout cas ainsi posée, elle est bien posée. Sauf que les réponses et les propositions qui sont faites pour accompagner ça ne sont pas aussi pertinentes que la question elle-même. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut situer en fait le problème dans un contexte historique en fait. Quand vous prenez le 28 avril 2009, nous avons organisé les élections législatives au Bénin. Et à travers ces élections, il y a eu ce qu'on peut appeler un électrochoc politique au Bénin. C'est-à-dire pour la première fois, on a vu deux partis uniquement être qualifiés par la Sénat pour participer à un scrutin. Et non seulement ça, c'est dit ces deux partis sont exclusivement d'un même camp politique, ce qui ne s'est jamais passé depuis 1990 au Bénin. Donc, c'est après cet événement qui a suscité tout ce que vous savez, on ne va pas faire les rappels, les contestations qu'il a eu dans le pays, les tensions post-électorales que nous avons connues, que nous n'avons jamais connues par le passé, parce que c'est important de le rappeler. Ensuite, il y a eu le dialogue politique d'octobre 2019. Et c'est à la suite de du dialogue politique qu'il y a eu le principe du parrainage dans la réforme constitutionnelle, puisque le dialogue a abouti à des réformes constitutionnelles, politiques et électorales pour permettre à des partis politiques de l'opposition qui, d'une manière ou d'une autre, se sont vus évincés du processus électoral d'avril 2019, de réintégrer le processus électoral et la vie politique démocratique normale. Voyons un peu. Alors, donc, et quand vous voyez le mode de parrainage qui a été retenu, c'est-à-dire 10% des députés et des maires, sachant que les partis politiques de l'opposition ont été en quelque sorte évincés du scrutin d'avril 2019 qui a consacré les députés, c'est qu'on se retrouve dans une situation où d'abord une partie du corps de parrainage, d'accord, est exclusivement réservée à un camp politique, c'est-à-dire la mouvance présidentielle.
Alors, les partis politiques de l'opposition avaient la possibilité de rattraper ce retard qu'ils avaient sur les partis de la mouvance dans l'élection communale et municipale de 2020, du 17 mai 2020. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? L'un des partis politiques, par exemple de l'opposition, que je peux nommer, le parti Restaurer Espoir de Candide Azanaï, a boycotté volontairement les élections communales et municipales. Ce qui veut dire, aujourd'hui, ce parti ne peut pas dire « Ah, ben, moi, je veux présenter un candidat, je n'ai pas de parrainage. » Là, le problème de la crédibilité de cette posture va poser. Et d'ailleurs, le parti n'en parle pas. Mais il y a un parti politique comme le FCBE qui a participé à des élections, mais d'une manière donnée en fait. C'est-à-dire, on a vu, le parti a été divisé en deux et une partie avec le président d'honneur, d'accord, s'est retiré du processus électoral. Au finish, le parti s'est retrouvé avec 7 maires pour ne finir qu'avec 6 maires aujourd'hui. Or, peut-être si le parti était resté en bloc, participé normalement aux élections, peut-être le parti aurait 16 maires sur les 77 en jeu et pouvait valablement présenter un candidat aujourd'hui. Donc, il faut prendre les postures et camp par camp pour bien analyser. Maintenant, quand je prends les organisations de la société civile qui ont donné de la voix récemment par rapport. Moi, la question que je me suis posée, c'est quoi? Je ne connais pas un seul candidat aujourd'hui qui a dit je vais être candidat, mais je n'ai pas le parrainage. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne connais pas. Bon, sur la base de quoi les organisations de la société civile se sont montées au créneau pour dire que le parrainage... Est-ce qu'il connaît un candidat qui a dit mes dossiers sont prêts, il ne me manque que le parrainage? Ou bien est-ce qu'ils entendent parrainer et porter une candidature à qui le parrainage, les 16 élus pour parrainer la candidature font défaut. Mais vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, la majorité des parrainages disponibles est déjà réservée d'office à la mouvance présidentielle. Et à part la mouvance présidentielle, quel parti pourrait se présenter si ce ne sont pas des partis de l'opposition? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Alors, moi, je pense que cette façon de présenter mes propos, c'est une interprétation ou bien un commentaire. Ce que j'ai présenté un fait. C'est-à-dire, à l'issue de l'élection législative du 28 avril 2019, les 83 députés sur les 83, d'accord, relèvent de 2 partis politiques et ces 2 partis politiques appartiennent à la mouvance présidentielle. Ça, c'est un fait, ce n'est pas moi, je l'ai dit. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, que les 83 parrainages qui se retrouvent de ce côté sont d'office déjà garantis pour la mouvance présidentielle. C'est un autre débat, c'est une autre étape dans le processus de parrainage, en fait. Déjà, le parrainage, selon la Sénat, sera anonyme et individuel. Est-ce que cela représente, selon vous, une garantie pour les partis? Vous allez prendre peut-être ça comme un commentaire, mais ne peut-on pas dire que si un parti de l'opposition, de la mouvance plutôt, en vient à parrainer un adversaire politique du président Talon, cela relèverait quand même d'une certaine irresponsabilité de la part de ce parti-là? Non, moi, je pense que cette question, c'est une question très, très importante et une question à la fois très, très sensible, en fait. Et la question, elle est importante parce que je ne vois pas pourquoi le législateur lui-même a laissé libre cours à l'interprétation et à cette marge de manœuvre de la part de la Sénat. Le législateur, normalement, dans le code électoral, après avoir arrêté le principe dans la Constitution, dans le code électoral, à travers les réformes qui ont été apportées au code en 2019, je pense, devrait régler cette question, c'est-à-dire décrire le processus de parrainage et les mentions, d'accord, exigées par la loi pour la validité du parrainage. Vous vous rappelez de l'épisode du certificat de conformité. C'est exactement parce que le législateur a laissé libre cours, d'accord, aux interprétations et n'a pas fait correctement son travail que la Cour constitutionnelle était obligée de venir pour se substituer au législateur pour, en quelque sorte, exiger
une mention, un document qui n'existe nulle part dans la loi sur les partis politiques. Rien ne s'appelle dans la loi sur les partis politiques le certificat de conformité. Donc, c'est la même chose qui va se passer. Ça, c'est par rapport à l'importance de la question et la médiocrité du travail parlementaire auquel on a assisté. Ensuite, moi, je pense quand même que le président de la Sénat, d'accord, à travers son président, devrait faire beaucoup attention. Pourquoi je le dis? Si on voit ce qui s'est passé dans notre pays en 2019, et ce qui s'est passé aussi dans le cadre des élections communales, bon, dans le cadre des élections communales, c'est-à-dire comment je vais appeler? Il y a eu une rébellion interne dans la mouvance. C'est que les grands partis de la mouvance, que sont BR et puis l'Union progressive, se sont retrouvés champions des élections communales et municipales. Mais dans la distribution des rôles au niveau des communes, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a deux statuts de maires. Il y a des maires qui ont été élus sur la base d'une loi et les maires qui ont été élus sur la base d'une autre loi. D'accord. Et donc, est-ce qu'on va répéter la même chose avec ce que le président de la Sénat est en train de nous proposer? C'est là où se trouve l'inquiétude, en fait. Et c'est la question que je m'en vais vous poser. Est-ce qu'il faut donc une relecture de ce code électoral pour réparer le tir? Alors, quand on parle de relecture, je pense beaucoup de personnes vont trouver ça, c'est-à-dire si la loi est aussi trop manipulable, c'est pas bien. Mais moi, je ne partage pas cette posture. Ma position est très simple. Si on constate un blocage et la solution au blocage réside, d'accord, dans la réforme d'une loi, je pense qu'il faut le faire. C'est-à-dire, si on fait une analyse objective et on fait un diagnostic, on constate que le dysfonctionnement, ça vient de tel endroit précisément, je pense qu'on n'a pas autre solution que de faire la relecture de la loi et de dire clairement ce que va représenter le... Pourquoi demander à un élu de parrainer dans l'anonymat? Je ne sais même pas. En fait, dans l'anonymat, ça veut dire quoi? La Sénat sait qui a parrainé qui, mais l'opinion publique, le peuple n'a pas le droit de le savoir. Mais nous sommes... Peut-être pour éviter des situations désagréables à ces élus-là. Et quel genre de situation? Peut-être que si un élu de la mouvance, comme je le disais tantôt, parraine un candidat de l'opposition, cela pourrait créer des désagréments au sein de son parti. Il pourrait être rejeté par son parti parce qu'il aurait eu à parrainer le candidat adverse. Nous allons faire une petite analyse ensemble, voilà, et vous allez comprendre. En fait, vous imaginez, sur les 77 maires que nous avons aujourd'hui, je sais qu'il y a une soixantaine, d'accord, qui ont été désignés par les partis politiques. C'est-à-dire ils ont été désignés par les partis politiques, pas élus, hein, par leur père conseiller. C'est que les partis politiques ont envoyé une liste à la Sénat et au préfet pour dire voilà, dans telle ville, c'est tel qui va être maire. Le parrainage est porté par les maires. Donc vous imaginez un parti politique qui signe un document qui désigne un maire, d'accord, et que ce maire soit capable de porter un candidat à l'élection présidentielle, d'accord, en dehors du candidat du parti et n'aura pas de compte à rendre au parti. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les élus. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui va se passer réellement avec cette technique qui a été trouvée pour régler le problème du parrainage, c'est quoi? C'est que, c'est pour régler le problème de l'opposition, en fait. Et je suis persuadé qu'on fera en sorte que ceux qui doivent être dans le processus électoral des présidentielles de 2021, d'accord, pour valider et crédibiliser l'élection, on fera tout possible pour que ces personnes se retrouvent dans le processus avec des parrainages, que ce soit des élus de la mouvance ou bien que ce soit les élus de la mouvance et peut-être aussi de quelques 3, 4, 5 maires de l'opposition. Mais le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? C'est que nous aurons une élection présidentielle qui n'en serait pas une. Expliquez-vous. Non, parce que, en fait, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez la cartographie du parrainage des acteurs qui vont porter le parrainage, vous avez juste 6. Sur les 160 élus, vous avez 6 seulement qui sont de l'opposition, formellement.
Ça veut dire quoi? Les 154 restants appartiennent à la mouvance. Le patron de la mouvance, c'est le président de la République. Donc, c'est lui qui va distribuer les cartes. Et moi, tel que je vois le contexte sociopolitique aujourd'hui, je ne vois qu'un seul élu, que ce soit député ou maire de la mouvance, qui puisse être capable d'aller contre le tempo fixé par le président de la République. Il n'existe pas un seul acteur capable de ce courage politique. Et c'est là où le problème se pose en fait. Mais la Sénat leur donne maintenant libre cours pour le faire, puisque c'est dans l'anonymat. Mais les parrainages ne peuvent pas être envoyés à la Sénat dans l'anonymat. Non. Oui, mais seule la Sénat sera informée de qui parraine qui. Mais qui valide les parrainages? C'est la Cour constitutionnelle qui valide les parrainages. Donc ça fait déjà trop. La Sénat sera au courant, les commissaires de la Sénat seront au courant de qui a parrainé qui. La Cour constitutionnelle sera au courant de qui a parrainé qui. Maintenant, en fait, il y a ce qu'on appelle le contentieux préélectoral. Alors, si le peuple ne sait pas qui a parrainé qui, quelle est la crédibilité du parrainage, quelle est la crédibilité non seulement du parrainage, mais quelle va être sa régularité si les autres candidats qui sont dans la procédure ne savent pas qui a parrainé qui et peuvent être capables de porter des griefs contre des parrainages devant la Cour constitutionnelle. Si on ne sait pas qui a parrainé qui, comment peut-on porter des griefs contre ce parrainage-là? Si je sais par exemple que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, d'accord, je peux porter des griefs contre votre candidature devant la Cour constitutionnelle. Mais il faut que j'ai tous les éléments de votre candidature pour pouvoir apprécier. Pourquoi, par rapport au contrôle sanitaire des candidats, la Cour constitutionnelle désigne d'avance les médecins qui vont le faire, on connaît ces médecins, d'accord? On connaît toute la procédure, c'est frappé, c'est vrai, du secret médical. Mais pourquoi pour le parrainage, on ne saurait pas qui a parrainé qui n'a pas parrainé qui? Pourquoi? Moi, je ne vois pas. Quel est l'intérêt? Non, on sait déjà que les élus de la majorité présidentielle, d'accord, partent, ou bien le camp de la mouvance présidentielle, excusez-moi, partait favorable par rapport au parrainage. Ce qu'il faut dire, c'est très simple. Est-ce qu'on rend le parrainage indépendant des partis politiques? Je pense que cette question n'a pas été réglée. Est-ce qu'on rend le parrainage indépendant des partis politiques? Mais l'anonymat n'est pas l'indépendance en fait. Il suffit de dire chaque élu est libre de choisir le candidat, de parrainer le candidat de son choix. Il peut être par exemple exclu de son parti politique s'il ne va pas dans la même direction. Il est exclu ne veut pas dire qu'il a perdu son statut d'élu en fait. Donc, il le fait face à sa responsabilité. D'accord. Donc, moi, je pense demander aux élus de parrainer avec leur nom, c'est leur demander de faire preuve de responsabilité politique et de s'expliquer devant les électeurs, de dire pourquoi j'ai opté pour tel candidat et non tel candidat. Parce que ce qui est proposé là, c'est juste, ça va être une sorte de combinaison pour que ceux qui doivent être candidats soient candidats et ceux qui vont se retrouver dans le processus vont se retrouver dans le processus. C'est votre analyse. Supposons un peu que nous allons aux élections avec le parrainage. Avec le parrainage. Avec la loi actuelle et que cela ne soit pas révisé au niveau des élus parlementaires. Est-ce que cette disposition du parrainage permet une certaine liberté au président qui serait élu? Mais bien évidemment. En fait, comment je vais le dire? Moi, je pense que le parrainage est une très bonne réforme. Je pense que le parrainage est une très bonne réforme. Nous allons faire l'expérience, d'accord, avec ce qui a été proposé. Et je pense qu'avec le temps, nous allons corriger ça. Et je préfère le parrainage que de mettre la candidature à 2 milliards, comme on avait tenté de le faire. Ça, ce n'est réservé exclusivement aux riches. Donc, l'hygiène démocratique, en tout cas du contexte du paysage politique de notre pays, je pense, a commencé avec le système de parrainage. Il faut qu'on rende les gens responsables politiquement parlant. Il faut qu'on sache que les députés de la mouvance, d'accord, ne sont pas des bénis oui-oui. Et le parrainage nous permet de le savoir, en fait.
Donc, il faut qu'on sache clairement que les députés de la mouvance ne sont pas bénis, oui, ne sont pas tous aux ordres de talon. Parce que c'est cette critique qui est faite par l'opposition envers les députés de la mouvance. Mais si on met le parrainage avec le nom, ça permet de voir qui n'est pas béni, oui, qui fait librement son travail. Et qui va s'expliquer? Mais les gens vont s'expliquer en disant, et si l'opposition, s'il arrive que l'opposition n'ait pas de candidat, il peut arriver que l'opposition n'ait pas de candidat. Vous imaginez, si on avait organisé les élections normalement, d'accord? Vous imaginez si on avait organisé les élections législatives normalement en 2019 et que l'opposition avait les 83 députés sur les 83. On organise les élections communales, l'opposition rafle encore et que la mouvance n'arrive pas à disposer de 16 mai. Cela veut dire quoi? Nous allons nous retrouver dans une situation où la mouvance elle-même ne serait pas en mesure de présenter de candidats. Vous voyez un peu. Donc, je pense que le parrainage est une très bonne chose. Ce qu'il faut maintenant, c'est la crédibilité et la sincérité des élections. Et ça, c'est une étape suivante. Parce que si on est sûr des résultats des élections qui vont consacrer les élus qui vont parrainer plus tard, c'est que les gens vont travailler parce qu'ils savent qu'il y a une affaire de parrainage là. Donc, c'est-à-dire que ça va être un système démocratique qui récompense les acteurs par degré, en fait. Si tu fais bien au niveau local, ça te permet de disposer d'élus pour pouvoir te présenter à un niveau plus supérieur, la présidentielle. Et donc, je pense que le parrainage, c'est un très bon système. Sauf que tel qu'on veut mettre en œuvre le système, c'est vraiment rendre les élus très irresponsables. Une fois élu chef de l'État, est-ce que vous ne pensez pas que le nouveau président se sentirait redevable, en fait, à l'endroit des élus qui l'auront parrainé? Alors, la redevabilité, d'abord, est un facteur très important dans la gouvernance politique, en fait. Oui, qu'un élu, chef de l'État, soit redevable, c'est très bien. Mais c'est le contenu de la redevabilité qui est le problème, en fait. Être redevable en ce que, par exemple, on suppose que les élus qui l'ont parrainé, d'accord, ont parrainé sur la base d'un programme politique, d'un projet politique qu'il a porté. Si une fois au pouvoir, il fait le contraire de ce qu'il avait présenté à ses élus pour obtenir leur parrainage, vous ne voyez pas que c'est une très bonne chose que les élus lui réclament attention. C'est sur la base de ce projet que nous t'avons parrainé. Et d'ailleurs, qui dit projet même dit quelque chose d'ensemble, que nous avons porté ensemble. Et une fois à la tête de l'État, tu n'as pas le droit de faire comme tu l'entends, en fait. Et même s'il y a des changements, des modifications apportées au projet, il faut qu'on en rediscute ensemble, comme on avait fait pour donner le parrainage. Donc, je pense que le chef de l'État, après d'être élu, soit redevable vis-à-vis des élus qui l'ont parrainé, c'est une très bonne chose. Cela, en fait, développe la culture de la responsabilité. D'accord, mais si c'est sur la base de dès que tu seras président, j'envoie un ministre, dès que tu seras président, il faut que tu nommes un DG et que je t'enverrai. Mais ça aussi, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, en politique, il y a le projet, il y a le leadership qui accompagne le projet, en fait. Le leadership, c'est porté par les hommes. Le chef de l'État ne peut pas se multiplier et gérer, c'est-à-dire, il dispose de l'administration générale au Bénin. Et il met en œuvre la politique générale de l'État. Il ne peut pas le faire seul. Et donc, dans le projet qu'il a présenté, il y a des aspects qu'on peut voir à tel profil pour tel poste. D'accord. Et l'un des acteurs, que ce soit élu qui a parrainé sa candidature, donc qui a participé à ce projet présidentiel, peut exiger, oui, je pense que pour cet aspect, moi j'ai un profil qui peut faire l'affaire. D'accord? Mais ça, c'est une réalité en politique. Les intérêts en politique, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est la mise en œuvre des intérêts qui peut poser problème. Mais les intérêts, c'est comme ça. Quand Hillary Clinton s'est désistée au profit d'Obama, vous avez vu, mais ils ont signé un accord et dans l'accord, Hillary Clinton va être nommée secrétaire d'État. D'accord? Donc, ça existe partout dans le monde. D'accord? Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, oui. Mais si la personne envoyée ne correspond pas au profil, mais parce que je dois
je suis redevable envers ce dernier, je prends comme ça, sans que la personne n'ait... Parce que c'est courant en Afrique quand même. Non, c'est pas courant en Afrique. Ça, c'est de l'autoflagellation. On a vu, c'est pas les Africains qui sont les plus médiocres au monde. Non, voilà. Donc, c'est pas un problème exclusivement africain en fait. C'est un problème qui se pose dans toutes les démocraties modernes au monde. On dit il y a un système de clientélisme où peut-être on retrouve des personnes qui ne devaient pas se retrouver à des postes de responsabilité donnés. Mais ce n'est pas ça le principe, en fait. Il y a des exceptions, mais ce n'est pas ça le principe. Mais je pense c'est que quand il s'agit d'un projet, d'accord, porté par des hommes, par le leadership du président de la République, mais les critères, d'accord, pour occuper... Ce qui pose véritablement problème, c'est quoi? C'est quand un président de la République fait autre chose que ce sur quoi il s'est entendu avec tous ceux qui ont porté le projet présidentiel avec lui, sans pouvoir expliquer pourquoi ce changement de cap. C'est ça qui pose souvent problème en Afrique, en fait. Voilà. Et vous êtes juriste, vous êtes consultant en affaires politiques, gouvernance démocratique. Si vous devriez changer quelque chose à cette réforme, le système de parrainage, qu'est-ce que cela serait? Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est quoi? D'abord, il faut rendre le parrainage indépendant des partis politiques. Il faut rendre le parrainage indépendant des partis politiques. Il faut laisser les députés parrainer en toute responsabilité et en toute conscience. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, cela automatiquement, même en rendant le parrainage indépendant des partis politiques, d'accord, le contexte actuel, d'accord, ne peut permettre, d'accord, que les partis politiques de l'opposition automatiquement se retrouvent dans le processus électoral. Arithmétiquement parlant, c'est impossible. Donc, ce qu'il faut faire peut-être, il faut faire un mini-dialogue politique par rapport au parrainage et comment essayer de racheter l'opposition politique. Maintenant, si moi je suis à la place de l'opposition politique, je pense que je ne présenterai pas de candidat aux élections présidentielles de 2021. Pourquoi? Parce que l'opposition politique que je vois en face aujourd'hui n'est pas préparée pour prendre la gouvernance du pays en 2021. On dit toute organisation qui a des problèmes d'existence ne saurait jamais être efficace. Aujourd'hui, le véritable problème pour l'opposition, c'est comment même exister, qui est le véritable problème. Donc, comment une organisation qui peine à exister peut vraiment présenter un projet politique, un programme politique aux Béninois, trouver un leadership, on ne sait même pas qui est le leader de l'opposition, trouver un leadership, d'accord, et porter toute une nation, et déployer toute une nation dans l'espace et dans le temps sur 5 ans. Donc, je pense aujourd'hui, si on va parler véritablement, objectivement, je pense que l'opposition politique ne peut rien faire de pertinent dans les élections présidentielles à venir. Ça, c'est ma position du citoyen. Voilà, c'est votre point de vue et vous l'avez donné. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant en affaires politiques, gouvernance démocratique. Nous vous avons reçu sur cette émission Périscope Politique pour discuter du système de parrainage qui, selon vous, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais un mini-dialogue pour en discuter serait le bienvenu. Alors, merci à vous pour être passé sur notre plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission.